Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mes meilleures lectures pour le mois de février. Au mois de février, j'avais donc participé au challenge Février Tapal qui est organisé par Alex Bouquin en Prada et j'avais donc lu un livre par jour avec essentiellement des livres courts. Je vous avais fait ensuite une tier list qui regroupait toutes mes lectures du mois de février, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et comme je vous avais dit dans cette vidéo-là, j'ai décidé aujourd'hui de vous refaire une vidéo pour vous parler plus en détail des livres que j'ai le plus aimés sur le mois de février, donc c'est un peu mon petit best-of. Aujourd'hui j'ai du coup 4 romans ou séries de romans et puis 2 graphiques dont je voudrais vous parler parce que pour moi ça a été vraiment de très très chouettes découvertes et j'ai très envie que vous puissiez vous aussi les découvrir. Tout d'abord, on va commencer très fort. On va commencer du coup avec Binti, les 2 tomes par Nnedi Okorafor, donc le tome 1 et le tome 2. Pour la version française, c'est en 2 volumes. Ils étaient au départ publiés chez Naos pour la version grand format et donc au livre de poche pour les poches. En version anglaise, il existe 2 éditions différentes, une édition où c'est en 2 volumes et une édition où c'est en 3 volumes, dans laquelle en fait le tome 1 est séparé en 2 différents. C'est une série du coup qui est complète, même si c'est à chaque fois des titres qui ont des fins assez ouvertes, donc il pourrait potentiellement y avoir une suite, mais a priori c'est pas prévu, en tout cas pas pour l'instant. Binti du coup c'est une série d'afrofuturisme et d'afroféminisme. Pour vous en parler, c'est pas forcément très facile, mais on est en gros dans un univers de science-fiction dans lequel on va suivre le personnage de Binti. Binti c'est une jeune femme qui a grandi dans le peuple Himba, qui est un peuple qui existe réellement et qui est originaire de Namibie, et c'est notamment un peuple qui est connu parce que les femmes se recouvrent le corps et les cheveux d'un mélange qui est fait à partir de l'argile du sol où se trouve leur peuple et qui du coup donne une couleur un peu rouge comme on peut voir sur les couvertures. Donc ça c'est une inspiration qui existe de tradition etc. qui existe réellement. Sauf que dans cet univers-là, donc Binti, elle est née sur Terre, mais c'est pas du tout le cas de toute l'humanité. Et il y a des personnes qui viennent d'un peu partout, il y a des vaisseaux spatiaux qui permettent de se balader dans la galaxie, et les grands esprits scientifiques sont régulièrement envoyés dans une prestigieuse université, l'université d'Uzma. Binti, c'est la toute première originaire de ce peuple qui est quand même assez traditionnel, on va dire, à partir pour cette université, sauf que son voyage ne va pas du tout se passer comme prévu. Elle va rencontrer un peuple qui s'appelle le peuple Méduse et ça va marquer sa vie et ça va opérer beaucoup de changements en elle. C'est un récit qui est hyper intéressant parce que ça mêle de façon très intelligente à la fois donc justement des cultures africaines avec également une énorme soif de connaissance de la part de Binti. C'est une jeune scientifique purement dans l'âme qui est passionnée des chiffres et passionnée de mathématiques. Et du coup on a vraiment de la science-fiction qui est quand même assez pointue et pour autant c'est hyper immersif, on est très très vite pris dedans, c'est hyper intéressant et effectivement c'est un personnage qui est tout le temps avec une soif de connaissance et qui est tout le temps aussi dans une soif d'évolution d'elle-même, à la fois d'évolution de ses connaissances et de ses savoirs, mais aussi de sa perception d'elle par rapport aux autres. Et du coup c'est un personnage qui est hyper intéressant, qui est tout le temps ouais, voilà, dans un dépassement et aussi beaucoup dans un anticonformisme quand même. Il y a beaucoup de retournements de situation dans le récit et c'est du coup un récit qui aborde des thématiques hyper intéressantes d'identité, de conflit, du vivre ensemble, de savoir, des relations avec la nature et puis aussi des attentes familiales. C'était vraiment super chouette, j'ai énormément apprécié le premier tome. Le deuxième tome honnêtement est vraiment très très bon aussi, c'est juste que j'avais moins cette surprise et cette fascination pour l'univers qu'on découvre, parce que du coup on le connaît déjà, mais c'était un pur plaisir de le retrouver. Donc vraiment une duologie que je vous recommande très très chaudement. C'était publié en collection ado pour la version grand format, donc franchement on est un peu sur la limite entre de l'ado et de l'adulte et ça peut très bien se lire même si vous avez peur de science-fiction, même si vous en lisez pas des masses, c'est pas mon cas non plus. Et pour autant vraiment j'ai adoré, je vous recommande très très chaudement. De toute façon j'aime beaucoup ce que fait Nnedi Okorafor en règle générale, il faut vraiment que je me penche vers ses autres récits. Ensuite on part sur un récit très différent avec du coup Les 5 Amazones par Thibaut Bérard aux éditions de La Ville Brûle. Thibaut Bérard, je vous avais parlé de lui parce que son roman Il est juste que les forts soient frappés était l'une de mes meilleures lectures de l'année 2024. Je crois que c'était mon top 2 dans mon classement. Du coup forcément j'avais très envie de découvrir ses autres romans. Pour celui-ci, Les 5 Amazones, c'est un récit qui est aussi publié en collection adulte, mais qui a vraiment rien à voir avec Il est juste que les forts soient frappés. On est vraiment sur un style complètement différent. On est vraiment sur un système d'écriture assez particulier, une narration assez particulière, avec un format en acte, une narration qui change à chaque fois, des points de vue qui changent d'un chapitre à l'autre, etc.
Et donc on est sur un récit dans lequel on suit au départ un groupe de 5 copines. Ces 5 copines qui se connaissent depuis longtemps mais qui n'ont globalement en fait pas grand chose en commun, si ce n'est leur très forte amitié. Elles sont comme les 5 doigts de la main, vraiment voilà, elles sont inséparables. Et la soirée va commencer assez normalement, elles se retrouvent dans un bar dans lequel elles ont leurs habitudes et puis elles commencent à se raconter certaines choses, elles découvrent voilà, qu'il y a certaines nouveautés dans la vie de certaines d'entre elles, sauf qu'à un moment, il y a l'une d'entre elles qui va sortir et qui ne va jamais revenir. À partir de ce moment-là, du coup, il y en a une deuxième, qui est un peu notre personnage principal, qui sort également et qui va en fait se retrouver elle aussi embarquée dans tout un truc. Et en fait, c'est difficile parce que je ne veux pas vous en dire trop, mais globalement ces deux filles-là se retrouvent en danger et on va voir vraiment comment ça va lancer la machine pour les autres qui vont tout faire pour essayer de les sauver parce que vraiment elles se retrouvent face à un danger qui est vraiment important et qu'elles n'avaient pas du tout vu venir. C'est un récit qui va du coup beaucoup parler des relations entre hommes et femmes et également de la culture des incels pour ceux qui connaissent, donc avec des personnages masculins très toxiques et très ancrés en même temps. C'est des sujets dont on nous parle beaucoup actuellement. Je ne sais pas si vous avez vu les reportages là sur ces milieux masculinistes, c'est absolument effrayant. Mais voilà, ça parle beaucoup de tout ça, c'est hyper intéressant, j'ai beaucoup aimé. C'est un récit qui est du coup très féministe, c'est écrit par un homme mais c'est très féministe. C'est hyper bien, c'est vraiment original comme récit et vraiment c'est un titre que je vous recommande et pour ma part ça m'a conforté dans mon envie de continuer à découvrir Thibaut Bérard. J'ai plutôt préféré ces autres récits qui m'ont plus touchée, mais celui-ci était vraiment très bien aussi. Ensuite, je vais revenir sur ma lecture de Ilos par Marion Brunet. J'ai donc lu les 2 premiers tomes. J'étais persuadée que c'était une duologie, mais en fait non, c'est une trilogie, donc il y aura encore un 3e tome à apparaître assez prochainement, c'est prévu là pour le courant de l'année 2025. Pour ce récit-là, on est de nouveau sur un récit de science-fiction, mais pour le coup avec un côté un peu plus post-apocalyptique. On est sur un récit qui se passe en 2050, donc c'est dans un futur assez proche et qui est basé pour le premier tome à Marseille. Sauf que dans cet univers-là, et bien en fait, globalement, les choses néfastes qui existent en ce moment ont continué à progresser et se sont empirées. Et du coup, il y a eu une très grande montée des eaux à Marseille, ce qui fait qu'il y a toute une partie qui est complètement recouverte. Du fait de cette grande montée des eaux, ça amène également une grande vague de migration avec du coup beaucoup de tensions par rapport au flux migratoire. On a également la société des ultra-riches qui est devenue encore plus riche et puissante. Et qui gouverne finalement complètement. Et puis on a également donc, le réchauffement climatique qui va avec la montée des eaux. Donc voilà, globalement on est dans ce contexte-là qui est donc un contexte assez compliqué. Et dans cet univers-là, nous on va découvrir un groupe d'adolescents qui n'ont pas forcément grand-chose en commun, qui viennent de milieux assez séparés. Et qui vont se retrouver du coup à devoir collaborer ensemble. C'est donc un récit publié chez Pocket Jeunesse, donc à destination adolescent, mais qui parle vraiment de thématiques très actuelles, de sujets à la fois politiques, économiques et sociaux qui sont très actuels et c'était hyper intéressant. Donc le tome 1, comme je vous disais, il est vraiment basé à Marseille. Pour le tome 2, au départ il se base à Marseille et au début du tome 2 il y a un tsunami qui va arriver sur la ville. Mais ensuite les personnages vont un peu plus se séparer et aller explorer un peu le reste de ce qui se passe en France. On va donc voir également ce qui se passe à Paris et puis également dans des zones dans lesquelles vivent des personnes qui ont décidé de s'éloigner de cette nouvelle société. Donc voilà, vraiment c'est un titre que je trouve hyper intéressant, c'est très dynamique comme écriture, on s'ennuie jamais, les groupes de personnages sont hyper intéressants. Vraiment ça fonctionne vraiment très bien et comme je vous disais je trouve que c'est vraiment fait de manière intelligente, ça amène les lecteurs je pense à se poser des questions par rapport à ce qui se passe actuellement et d'autant plus avec le fait que ce soit justement placé dans un futur qui est proche. Donc voilà, vraiment une bonne lecture. De toute façon j'aime beaucoup ce que fait Marion Brunet en général et justement une de ses grandes forces c'est qu'elle écrit toujours des titres avec des enjeux sociaux qui sont vraiment très importants, qui amènent à se poser des questions sur la manière dont vivent certaines personnes et sur la société actuelle. Donc voilà, c'est de nouveau le cas ici et c'est très réussi et je serai au rendez-vous bien sûr pour la sortie du tome 3. Pour le dernier roman, on repasse sur du contemporain et c'est un récit, je sais, qui a vraiment pas fait l'unanimité. C'est un récit sur lequel j'avais vu pas mal de retours assez négatifs, mais moi il me faisait très envie et je suis vraiment contente de l'avoir découvert parce que pour le coup moi j'ai beaucoup aimé. On est donc sur Bientôt minuit par Marie Pavlenko. Alors j'aime beaucoup cette nouvelle couverture qui a été faite pour la version poche. La version grand format c'était chez Flammarion, c'était une couverture très grise dont j'étais beaucoup moins fan. Dans ce récit-là, on va donc suivre Emma et Lucien. Ce sont deux personnages, deux adultes, qui ont eu des vies
séparés l'une de l'autre, mais pour autant ils ont toujours été amoureux, ils ont toujours été amants. Parfois ils ne se sont pas vus pendant des dizaines et des dizaines d'années, ils ont chacun construit leur vie de leur côté, ils se sont mariés de leur côté, ils ont eu leurs enfants, etc. Mais voilà, ils n'ont jamais réussi à s'oublier l'un l'autre. Et ils se sont fait la promesse que si un jour leurs époux respectifs venaient à mourir, eh bien ils se retrouveraient pour finir leur vie ensemble. Ils n'avaient pas envie de perturber tout ce qui se passait dans leur vie, dans leur famille, mais voilà, il y avait quand même cette promesse. Ce jour est arrivé, sauf que ce jour est arrivé alors qu'ils sont tous les deux maintenant bien âgés, ils ont plus de 80 ans, et puis en plus de ça, Lucien est atteint de la maladie d'Alzheimer, donc il perd la mémoire petit à petit. Et Emma, même si elle n'a pas de maladie proprement parlée, ben, il n'empêche voilà, qu'elle vieillit également, qu'elle est quand même assez diminuée aussi. Et ce qui va se passer, c'est que du coup, Lucien, ben, ses enfants vont décider de le placer en EHPAD. Et à partir de là, on va voir vraiment la vie quotidienne de Lucien en EHPAD. Si c'est des thématiques auxquelles vous êtes sensible, je préfère vous prévenir et mettre un énorme trigger warning là-dessus, parce que Lucien se retrouve dans un EHPAD qui est particulièrement maltraitant. On sait que ce sont des choses qui arrivent vraiment dans la vraie vie, qu'il y a effectivement des établissements qui sont particulièrement horribles et qui traitent particulièrement mal leurs pensionnaires. Mais voilà, pour autant c'est pas facile de dire ça. Donc on est vraiment sur un EHPAD avec à la fois des sévices physiques, beaucoup de privations, à la fois des privations de liberté, des privations de contact avec l'extérieur, etc. Donc vraiment voilà, c'est un titre qui est quand même assez difficile. C'est un titre du coup voilà, qui parle beaucoup de cette maltraitance, de la fin de vie, de la solitude, de la dépendance petit à petit qui s'installe, du corps qui ne suit plus comme c'était le cas avant, et puis des pertes de mémoire également de Lucien. Donc pas mal de thématiques assez dures. Pour autant c'est vrai que l'écriture de Marie Pavlenko est assez particulière, c'est une écriture que moi j'ai trouvée très sensible, assez poétique, parfois un peu décalée aussi. Et je comprends que ça plaise pas à tout le monde, mais moi c'est une écriture qui marche hyper bien sur moi. Par contre, je dois quand même dire que justement par rapport à ce côté un peu décalé dans l'écriture, j'ai pas trop aimé la fin du récit. Pour le coup, la fin a un côté un peu rocambolesque. Et du coup ça perd en crédibilité pour moi. Je comprends l'idée d'avoir voulu faire cette fin là pour un peu s'évader justement par rapport à ce qui est décrit avant et qui est très dur, mais du coup c'est vrai que voilà, effectivement ça perd le côté réaliste, donc j'ai pas plus que ça accroché à cette fin, mais pour autant ça reste vraiment une belle lecture et pour moi ça reste une lecture que j'ai vraiment trouvée marquante. Donc voilà, si c'est des thématiques qui vous intéressent, je vous invite à le découvrir. J'ai lu d'autres récits de Marie Pavlenko, son écriture n'est pas du tout la même d'un récit à l'autre, donc je vous invite à en découvrir plusieurs si jamais vous êtes intrigués. Et du coup pour terminer, je vais vous parler de deux graphiques. Les deux ce sont des one-shots, donc des récits en tome unique, donc c'est plutôt sympa. Le premier des deux, il s'agit du manga Quand la nuit tombe, Paris Haruega. C'est aux éditions Akata, c'est un titre que j'avais découvert un peu par hasard, je pense que j'en avais entendu parler mais je n'avais pas plus que ça à enregistrer. Je suis tombée dessus, j'ai relu le résumé, j'ai relu des avis, puis voilà, ça m'a fait me dire que j'avais vraiment envie de le découvrir. On est sur un récit dans lequel on suit deux adolescents, ils se connaissent depuis le collège, là maintenant ils sont en dernière année de lycée, et ils se sont toujours un peu tournés autour, tout le monde s'attend à ce qu'ils finissent par sortir ensemble, sauf qu'il va y avoir un événement qui va se passer. C'est pas un spoil parce que c'est écrit derrière clairement, mais voilà, c'est quand même un énorme twist dans le récit, mais en gros la mère du jeune homme travaille pour le père de la jeune fille, et il va y avoir un événement, quelque chose vraiment de très très marquant qui va se passer justement entre les deux adultes, et le père du coup de la jeune fille va avoir un comportement horrible envers la mère du jeune garçon, et ça va s'ébruiter, ça va se savoir, et donc du coup on ne conçoit plus qu'ils puissent s'entendre, qu'ils puissent communiquer, vu ce qui s'est passé pour leurs parents. Elle est accusée de soutenir son père, d'être d'accord avec ce qu'il a pu faire, et lui il est placé vraiment comme le fils de la victime et on comprend pas qu'il veuille continuer à parler avec elle, donc c'est vrai que voilà, du coup la relation est très perturbée par ça, et ça se comprend. Et puis finalement en fait ils vont se perdre de vue. Et on va avoir ensuite une grande ellipse et on va les retrouver pas mal d'années plus tard alors qu'ils sont tous les deux devenus des employés de bureau et leurs chemins vont se recroiser. Et forcément se posent beaucoup de questions de qu'est-ce qui leur serait arrivé, qu'est-ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu cet événement-là, est-ce que c'est trop tard maintenant ou est-ce qu'ils peuvent encore construire quelque chose ensemble. Voilà, c'est un récit que j'ai trouvé vraiment intéressant. Les personnages sont très attachants, ils sont complètement dépassés par ce qui se passe autour d'eux, mais voilà, c'est hyper bien fait et ça pose plein de questions intéressantes. Je trouve vraiment que le récit est vraiment complet et se tient bien. C'est vrai qu'on aurait voulu les voir encore plus parce qu'ils sont attachants, mais pour autant ça se tient vraiment bien en un seul tome.
Et puis pour le second graphique dont je vais vous parler, il s'agit de La Princesse et le Croque-Messieurs par Léa Muniz. C'est publié aux éditions Hachette et c'est donc un graphique tout en couleur avec des dessins voilà, vraiment très colorés et vraiment très sympa. C'est un récit dont on a un peu parlé quand même quand il est sorti, mais je trouve que la hype est passée assez rapidement alors que franchement c'est un titre hyper chouette. On est donc sur un récit dans lequel on va suivre deux personnages qui vivent dans un univers qui à la fois mêle tout le côté, il y a des princesses, il y a des barons, il y a des contes, ils organisent des balles, etc. Avec un côté un peu conte de fées, et en même temps ils ont des téléphones portables, ils s'envoient des SMS, enfin voilà, il y a en même temps un côté de modernité qui est rajouté dedans. C'est un univers qui est basé sur le fromage, donc tout, absolument tout a un nom de fromage. Et il y a un côté vraiment très gourmand, il parle quand même beaucoup de nourriture. Et il y a aussi un grand attrait pour la mode de la part de plusieurs personnages à l'intérieur du récit. Donc pareil, la mode c'est quelque chose qui revient très souvent, en sachant voilà, qu'ils ont une mode plutôt effectivement à l'ancienne, une mode un peu plus baron, comte et compagnie. Et donc dans cet univers là, nous on a deux personnages. Lady Camembert, elle, c'est donc la princesse héritière, elle n'a pas très envie de se marier, surtout avec ses prétendants qui sont tous plus pourris les uns que les autres, et elle a bien envie de vivre sa vie tranquille comme elle l'entend, mais la société autour d'elle n'est pas trop d'accord. Et de l'autre côté, on a Brie. Brie, elle, c'est une jeune femme qui ne peut pas avoir droit à l'héritage familial parce que c'est une femme, sauf qu'elle décide du coup pour ça tout simplement de se faire passer pour un homme et de se rendre à la cour pour toucher l'héritage de son père et puis pour pouvoir avoir droit à son statut et aussi pouvoir vivre sa vie comme elle l'entend. Et donc forcément voilà, il va y avoir un rapprochement entre elles deux. C'était super chouette, c'est un récit vraiment très joli au niveau graphique avec des couleurs très pop, il y a un humour très décalé et en même temps c'est un côté aussi assez touchant. Si vous avez aimé le graphique Le Prince et la Couturière, on est clairement sur le même genre de vibe. Je suis étonnée du fait que finalement il n'est pas plus percé que ça, en tout cas que la hype ne soit pas plus restée dans le temps, parce que je trouve vraiment que c'est un super chouette récit. Ça pourrait être hyper sympa aussi de le voir adapté en série avec un univers hyper visuel et tout, ça marcherait super bien. En tout cas moi ça a été une très chouette lecture. Sur ce, j'en ai donc terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si je vous ai donné envie de découvrir certains de ces titres, s'il y en a certains qui vous tentent, qui vous attirent. Et puis donc pour ma part, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!